Donc bienvenue à tout le monde, bonsoir. Donc on en est au Euskal Moneta. Alors comme vous savez, on est là pour une AG extraordinaire, puisqu'on a besoin de voter une motion spéciale pour donner le pouvoir aux copiles de développer la monnaie électronique. Donc on va vous expliquer ça en détail tout à l'heure. Donc voilà, donc on a besoin de cette AG extraordinaire, je vais savoir en français les mots, et aussi bien sûr de développer les groupes de travail pour mettre en place cette monnaie. Ça ne suffit pas d'avoir le projet, maintenant il va falloir le mettre en place. Donc je disais que je voyais des têtes habituelles, on va dire, des bénévoles qui donnent beaucoup de temps, donc merci à eux d'être là, et aussi de nouveaux visages, donc bienvenue à tout le monde, et je suis sûre que tout le monde trouvera sa place, aussi petite soit-elle, puisqu'il y a de tout, absolument de tout, à faire au sein de Euskal Moneta. Donc, je voulais vous présenter les personnes qui vous ont accueillis aussi. Donc, il y a Maïa et Franck à l'accueil qui vous ont fait remplir des feuilles d'émargement. Donc ensuite parleront dans l'ordre donc Dante qui est ici à côté de moi, qui fera une petite introduction en fait sur ce qu'est la monnaie électronique et la monnaie en général, on va dire. Ensuite donc Shebash qui porte plus spécialement ce projet de monnaie électronique, nous la présentera en détail, donc dans les fonctionnements et les enjeux que ça comporte. Et donc ensuite, Tchetch va nous parler plutôt de l'aspect des statuts, en fait des statuts de l'association, et il va vous expliquer spécialement ce qu'il faudra voter ce soir avec les petits papiers de couleur qui vous ont été remis à l'accueil et qu'il faudra rendre. Donc il y a plusieurs groupes de travail, donc on va vous présenter en détail. Donc informatique, je le dis rapidement. L'aspect juridique, la communication, la logistique, ensuite la traduction, donc basque français, pour ceux qui avaient un doute, et l'aspect financier, puisqu'on a besoin de sous aussi, et donc après, ne vous échappez pas, il y a bien sûr un apéro à 9h10, donc c'est l'occasion de se connaître un petit peu plus. Voilà, donc je passe la parole à Dante. Garon Deneri, et alors, pour expliquer un peu le contexte de ce projet, expliquer déjà pourquoi est-ce qu'on a lancé une monnaie locale, comme d'autres monnaies locales se sont lancées un peu partout en Europe et dans le monde. C'est aussi une réaction à ce que la monnaie est devenue, puisque la monnaie en fait a évolué au fil du temps et elle est devenue aujourd'hui un outil qu'on ne contrôle plus. Donc il y a une volonté de contrôle démocratique sur la façon dont on élabore et on gère une monnaie. Et il y a aussi une volonté de réaction au fait que la monnaie est devenue aussi un outil de spéculation, un outil de financiarisation de l'économie, un outil de perte de contact humain. Et c'est aussi contre ça qu'on a créé l'Eusko. Donc en quoi est-ce que l'Eusko, s'il passe au format numérique, électronique, va ou ne va pas aller dans ce sens? Alors voilà, la réflexion du comité de pilotage à l'heure actuelle, c'est de se dire que bon, il y a eu deux grandes phases, en gros, dans les dernières évolutions de la monnaie. C'est dans les années 70 l'informatisation et dans les années 90 l'apparition d'Internet. C'est deux grandes révolutions qui ont eu des conséquences importantes. Et donc, en termes de contact humain déjà, pour commencer par ça, certains peuvent penser que le billet permet d'avoir un contact direct, un contact humain, et que le fait de passer à une carte de paiement, puisque le projet, pour le dire en deux phrases, Shebash reviendra dessus, c'est d'avoir une carte d'adhérent qui soit une carte magnétique pour qu'on puisse plus facilement faire du change dans les bureaux de change, puisqu'on n'aurait pas besoin de remplir le carnet d'émargement, le registre, on passerait directement la carte dans un terminal. Et ça irait donc un peu plus vite. Et la deuxième phase, ce serait que cette carte-là devienne une carte de paiement. C'est-à-dire qu'on puisse payer dans les commerces avec cette carte, avec derrière un compte en Eusko, donc un compte numérique, électronique, qu'on pourra gérer donc, à partir de son compte par la carte ou l'ordinateur, pour voilà, avoir des Eusko électroniques et les dépenser, faire des virements, des prélèvements, des paiements par carte. Bon. Est-ce que ça entraîne une perte de contact humain? Nous, on pense que non, puisque quand on va chez son boucher, par exemple, pour payer sa viande en Eusko, qu'à la fin de l'achat, on le paye en billets ou qu'on le paye avec sa carte, ben on a toujours été chez son boucher, on a toujours discuté avec lui, le contact, il est là. Et nous, on pense au contraire qu'en développant l'Eusko numérique, on va permettre à plus de gens de s'approprier l'Eusko, de l'utiliser plus facilement. Donc, ça veut dire aussi plus de contact humain, puisque c'est plus de gens qui vont aller chez le boucher du coin plutôt qu'au supermarché acheter leur viande, puisque les supermarchés ne rentreront toujours pas dans l'Eusko. Donc pour nous, l'Eusko numérique, c'est très simple, c'est toujours l'Eusko, mais en numérique. Donc les statuts ne changent pas,
les règles de fonctionnement ne changent pas, les règles d'agrément des prestataires, des commerçants ne changent pas, donc a priori, il n'y aura pas de difficulté dans ce sens. Après, en ce qui concerne la spéculation, c'est vrai que la spéculation s'est nourrie de l'informatisation et de l'Internet, parce que tout simplement, ça a facilité les échanges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut acheter des biens par une transaction électronique, par Internet par exemple, on voit aujourd'hui des aberrations totales il y a des traders qui sont dans des grandes villes en Europe qui achètent 40 tonnes de maïs à la bourse de Chicago et qui la revendent à Shanghai 10 minutes plus tard en ayant fait 1 centime de bénéfice par kilo, mais ce 40 tonnes, ça fait des marges énormes. Donc ça, c'est sûr, c'est l'informatisation qui a permis ça. La différence avec le SCHO, c'est qu'avec le SCHO, on ne va toujours pas acheter à Chicago et on ne va toujours pas vendre à Shanghai. Donc ce sera toujours ici et il n'y aura toujours pas de grosses entreprises multinationales dans le réseau, puisqu'on défend l'économie locale et les entreprises locales, et qu'il n'y aura pas non plus de cette expansion géographique qui permettrait de faire ça. Et puis aussi, le SCHO, c'est toujours nous. C'est-à-dire c'est nous, dans les organes de gestion, c'est aussi vous, les adhérents. Donc le SCHO, on en fait ce qu'on en veut. Si on ne veut pas que ça devienne ça, c'est nous qui le déciderons. On se réunit en AG régulièrement pour décider de ce qu'on fait. Donc on garde aussi un contrôle démocratique sur la monnaie pour éviter ce genre de dérive. Après, donc voilà, la spéculation, donc pour nous, c'est un danger qui est écarté, d'autant qu'il n'y a pas non plus de risque on va dire, de thésaurisation. Le SCHO a un taux d'intérêt égal à 0. Il y a certaines monnaies locales qui ont un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que la monnaie, elle perd de la valeur avec le temps. Nous, on a fait un choix de taux d'intérêt égal à 0, c'est-à-dire que si on a 100 SCHO qu'on les met de côté, que ce soit sous son matelas ou sur son compte, si on en crée un, à la fin de l'année, il y aura toujours 100 SCHO. Il n'y aura pas 100 SCHO plus 2% d'intérêt, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Donc ça empêche aussi cette volonté qu'on peut avoir de thésauriser, de garder, de spéculer. Le SCHO n'ayant pas de taux d'intérêt, on évacue ce problème-là. Après, donc ça, pour un exemple, parce que souvent on nous dit, au sein du réseau des monnaies locales en France, certains en tout cas disent « Ah oui, mais on ne veut pas devenir comme le Bitcoin ». Le Bitcoin, c'est intéressant de prendre ça comme exemple, parce que c'est exactement le contraire. Nous, on crée des ESCO au fur et à mesure des besoins. Des gens veulent des ESCO, on peut en imprimer, ou on peut en créer en numérique. Et les gens utilisent ce dont ils ont besoin. Le Bitcoin, ils sont partis sur le principe de créer une masse monétaire fixe. Et elle sera plafonnée, je crois, à 21 milliards de Bitcoin ou millions d'euros. Je ne sais plus quelle est l'unité. Mais l'idée, c'est de créer une masse fermée pour qu'après, chaque Bitcoin prenne de la valeur et augmente. Donc l'idée, c'est que les gens peuvent acheter des Bitcoins et les revendre dans un an avec un bénéfice. Voilà. Nous, ça, on ne le fera pas parce que de toute façon, il n'y aura pas d'intérêt à garder et on ne va pas coincer la production de monnaie. Nous, la monnaie, c'est fait pour échanger, donc plus il y en a, mieux c'est. Et enfin, sur la question de la financiarisation de l'économie, c'est notamment le fait que une part toujours plus croissante d'entreprises, de collectivités locales ou d'institutions prennent leurs réserves qu'elles ont de leur trésorerie et les placent sur les marchés financiers pour les faire fructifier. Bon, ça avec le SCHO, c'est toujours pareil, c'est un truc qui ne pourra pas se faire, puisque quand une entreprise a des SCHO, elle peut les placer où elle veut, sur son compte, sous son matelas, elle n'aura pas de gain. Donc voilà, on ne va pas financiariser l'économie avec le SCHO numérique, et c'est important aussi de réfléchir à ça avant de se lancer dans le projet. Donc voilà, c'est cette réflexion-là qu'on a eue. Et voilà, après, qu'est-ce que j'avais noté sur ça ? Le dernier risque éventuellement qu'on pourrait voir, mais après toutes ces questions-là seront à débattre éventuellement pendant le débat. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Et le dernier risque qu'on peut avoir, c'est aussi la perte d'autonomie, la dépendance technologique. Si on crée le SCHO en version numérique, est-ce qu'on ne va pas, avec un partenaire bancaire, parce qu'il nous faudra sans doute ce contrôle-là pour être avalisé par la Banque de France et la CPR, est-ce qu'on ne perd pas en autonomie ? Est-ce que ça reste vraiment notre instrument à nous, au Pays Basque, pour développer l'économie et le SCALA au Pays Basque ? Pour nous, oui, parce que tel qu'on conçoit en tout cas le projet, certes, on va peut-être devoir se rapprocher d'un partenaire bancaire, a priori ce serait plutôt le Crédit Coopératif, une banque de l'économie sociale, mais de toute façon, on veillera à ce qu'il y ait une réversibilité. C'est-à-dire que même si on s'engage avec le Crédit Coopératif, et jusqu'à présent dans les contacts qu'on a eus avec eux, c'est ça qui se présente, ce sera un partenaire et on pourra en changer quand on veut. Voilà. Donc si jamais on cherche à nous coincer pour faire évoluer le projet de l'ESCHO vers autre chose qui nous plairait moins, on veillera à ne pas être dépendant technologiquement de notre partenaire. Ça passe par le fait que toutes les données, par exemple, seront, pour ceux qui connaissent ça, hébergées sur un serveur qui sera à nous. Voilà, c'est nous qui payons pour avoir un serveur, pour héberger nos données. On ne confie pas tout au partenaire bancaire. On garde
l'essentiel, le stratégique, on le garde chez nous, pour pas être dépendant. Voilà. Donc, en résumé, c'est pas parce qu'on va créer des comptes numériques, si on les crée, qu'on va faire n'importe quoi, et c'est toujours nous qui allons contrôler l'Oshko, donc ça c'est important de le dire, et on compte sur vous d'ailleurs, et en particulier sur ceux qui auraient des doutes, ben, pour en faire part, pour s'impliquer aussi dans l'Oshko, et partager leurs inquiétudes et leurs réflexions. Je vais vous présenter comment on imagine le projet aujourd'hui et où on en est de la réflexion et de l'avancée du travail sur ces sujets-là. En fait, je vais vous parler de deux étapes différentes dans le projet qu'on a appelé monnaie numérique ou carte de paiement. Parce que on a une première étape qu'on peut appeler l'informatisation des bureaux de change. Je vais expliquer ensuite pourquoi on souhaite faire ça. Donc ça, c'est une première étape dans ce projet. Et la deuxième étape, c'est la monnaie numérique et la carte de paiement proprement dite. Donc, comme ce sont des étapes dans leurs enjeux et dans leur réalisation qui sont relativement séparées, je les présente l'une après l'autre. Donc, pour commencer, l'informatisation des bureaux de change. Pourquoi est-ce qu'on souhaite changer la façon dont fonctionnent aujourd'hui les bureaux de change? Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'alléger le travail de suivi de nos bureaux de change. Aujourd'hui, on a 25 bureaux de change sur l'ensemble du territoire d'Iparralde. Et comme vous le savez, tout se fait sur papier dans les bureaux de change, aussi bien les adhésions que le fait de noter les opérations de change ou de reconversion sur les registres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces documents? On les collecte régulièrement dans les bureaux de change, on les ramène dans nos locaux, et là, il y a des bénévoles qui font de la saisie le mardi soir, de 19h à 21h. Il y a 4-5 personnes en moyenne qui font de la saisie, comme ça, tous les mardis, pour entrer ces documents dans des outils informatiques, pour qu'ensuite on puisse faire un certain nombre de traitements à partir de là, notamment pour la comptabilité. Donc, on a aujourd'hui une énergie très importante qui est consacrée à ce travail, en fait, qui sert uniquement à faire fonctionner la machine, en quelque sorte. C'est pas péjoratif, mais je veux dire par là qu'on n'est pas en train de travailler à avoir des nouveaux adhérents, à développer le projet. C'est vraiment pour faire fonctionner ce projet, on a besoin de mettre toute cette énergie-là de collecte de documents et de saisie. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais c'est un fonctionnement qui n'est pas compatible avec le développement de l'Oshko, parce que s'il fallait toutes les semaines 2 fois plus ou 3 fois plus de bénévoles pour assimiler, disons, cette charge de travail, ça serait difficile de trouver des gens qui s'investissent comme ça sur le long terme pour cette masse de travail. Et d'autre part, ça serait plus intéressant pour tout le monde, à la fois pour les bénévoles et pour le projet, de se consacrer à des activités plus liées au développement de la monnaie. Donc aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais on est déjà un petit peu dans les limites du modèle avec la quantité d'informations qu'on doit saisir toutes les semaines. Le deuxième point qui est directement lié à celui-là, c'est que ce mode de fonctionnement complique le suivi des bureaux de change pour la comptabilité, mais aussi par exemple pour le calcul des 3% qu'on doit remettre aux associations à la fin de chaque semestre. Parce que pour pouvoir faire des états comptables et calculer les 3%, il faut être sûr d'avoir ramassé tous les papiers, de les avoir tous saisis, d'être arrivé au 30 juin, etc. Enfin bon, disons que ça... Enfin voilà, on est dans quelque chose qui fonctionne, mais qui atteint un peu ses limites en termes de masse de travail et de lourdeur, disons, de fonctionnement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on imagine pour l'informatisation des bureaux de change? C'est d'équiper chaque bureau de change d'une tablette ou d'un petit PC. C'est l'un ou l'autre parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout, dans ce qu'on imagine, on a envisagé les deux options et on ne sait pas du tout laquelle serait préférable. Et au lieu de faire la saisie d'informations sur papier, on la ferait directement sur support informatique à travers un logiciel installé donc, sur la tablette ou sur le PC qui aurait été fait spécialement pour ça, de façon à ce que la saisie se fasse de la façon la plus simple possible. Et à ce moment-là, les informations par Internet, il faut une connexion Internet, remonteront directement au serveur d'Eshkol Moneta et seront enregistrées directement dans nos outils informatiques. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, quelquefois 1 mois ou 1 mois et demi plus tard, dans nos locaux, on l'aurait directement en fait, dès que ça se passe dans le bureau de change. Donc là, il y a un bénéfice important parce qu'on libère de l'énergie de travail de bénévoles et on est capable
d'avoir un suivi beaucoup plus près dans le temps et de réagir beaucoup plus près si jamais on constate des choses anormales ou qui posent question. Donc, on peut résumer en disant qu'on veut alléger le travail de suivi et améliorer ce travail de suivi, et notamment être plus réactif dans le temps. Donc ça, c'est la partie informatisation des bureaux de change. Pourquoi est-ce que, en fait, ça vient en première étape de ce projet de monnaie électronique? C'est parce que dans la réflexion initiale, comme l'a dit Dante tout à l'heure, on imagine que c'est la carte qui va servir au paiement, qui sera aussi la carte qui servira pour faire ces opérations-là en bureau de change, éventuellement en la passant dans un lecteur connecté au PC, par exemple. Donc, la future carte de paiement, c'est en fait une carte d'adhérent au départ, qui sert à identifier l'adhérent exactement comme la carte carton qu'on a aujourd'hui. Simplement, si on équipe correctement les bureaux de change, ça pourrait aussi faciliter la saisie en bureau de change pour ne pas avoir à rentrer toutes les informations à la main. C'est pas quelque chose qui est... Il n'y a rien d'arrêté là-dedans. On ne sait pas encore si on peut vraiment connecter un lecteur à une tablette ou à un PC, etc. Enfin bon, tout ça, c'est encore pas complètement défini. En tout cas, le principe, c'est celui-là, c'est d'enlever cette masse de travail qui est liée au papier et la lourdeur administrative, disons, que ça entraîne pour nous. Où c'est que j'en suis? Bon, ça va. Donc, du coup, pour l'instant, on suppose que l'informatisation des bureaux de change va avec le lancement de la carte magnétique, qui sera la nouvelle carte d'adhérent. Et en fait, elle ne deviendra carte de paiement que quelques mois plus tard. Là, l'objectif, c'est aussi déjà de répartir un peu le travail dans le temps, pour pas mettre toutes les énergies, pour pas se mettre tout le travail sur le dos sur une période très courte. Et ensuite, l'idée de mettre, on souhaite mettre la nouvelle carte d'adhérent en circulation en janvier. On pourra reparler du calendrier tout à l'heure. C'est aussi un moyen de préparer le terrain, d'avoir un peu un effet d'annonce comme ça, de attention, la carte de paiement arrive, de faire que ça se diffuse, disons, parmi les adhérents et que du coup, ça soit quelque chose qui s'approprie un petit peu, que les gens s'approprient, que ça motive les adhérents et les commerçants à aller vers ça. Voilà, il y a un petit peu... on a envie d'utiliser un peu cette nouvelle carte pour redynamiser... pour retrouver un petit peu l'élan qu'on a pu avoir au lancement et qui est comme ça cet effet mobilisateur, novateur comme au lancement. Donc c'est un moyen de communiquer sur le projet un petit peu avant qu'il soit vraiment concrétisé par le fait de pouvoir payer chez les commerçants. Maintenant, pour en venir à l'objectif final, qui est la monnaie numérique et le paiement par carte, pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en place cette nouvelle façon de payer en Oshko? C'est toujours avec le même objectif que celui qu'on a annoncé, qu'on a expliqué à l'Assemblée générale en avril dernier, c'est-à-dire développer le change et l'usage de l'Oshko. Ce n'est pas une fin en soi, on veut développer l'usage et le change et l'usage de l'Oshko pour développer les effets positifs de l'Oshko sur le territoire, c'est-à-dire toujours la relocalisation de l'économie, les changements de pratiques dans le domaine de l'environnement, la promotion de l'Eshkora chez les commerçants. Donc, il ne faut pas perdre de vue, même quand on a le nez dans ces histoires de cartes, de mécanique, comme ça, de tuyauterie en quelque sorte, qu'on ne travaille pas pour développer l'Oshko, C'est pas, ça n'a aucun intérêt en soi de dire on en attend en circulation. Ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est vraiment de renforcer l'outil et de faire que, en renforçant l'outil, on va augmenter les effets qu'il a sur le territoire. Donc aujourd'hui, l'expérience de bientôt 2 ans montre qu'il y a un certain nombre de freins justement à ce développement. C'est des choses de la vie de tous les jours, disons, c'est-à-dire il faut aller au bureau de change pour avoir des Oshko, il n'y a que des billets, donc si je dois payer, alors en particulier entre professionnels, si je dois payer un fournisseur une somme relativement importante, c'est pas toujours évident à organiser le fait d'envoyer les Oshko.
De la même façon, une adhérente me disait une fois sur un stand, moi j'aimerais bien être payé une partie de mon salaire en eusko, mais au service comptable, ça les fait un peu grimacer de devoir changer la façon dont ils fonctionnent pour payer une partie en billets, c'est trop compliqué. Enfin, voilà. On a parmi les retours des gens comme ça, dans certains cas, des gens qui adhèrent au projet, qui sont convaincus, mais pour qui c'est pas devenu un acte du quotidien, disons, d'utiliser le SCHRO à cause du fait que c'est difficile pour tout le monde en général de changer ses habitudes, et voilà, le fait d'aller au bureau de change, enfin, il y a un certain nombre de contraintes quand même aujourd'hui dans l'usage de l'eusko. Et d'ailleurs, on peut se féliciter ou féliciter les gens qui sont des usagers, disons, réguliers, parce que c'est vrai que ça demande quand même un effort. Et donc, moi, vraiment, j'ai même des, comment dire, même des gens qui peuvent être militants, convaincus, etc., c'est pas le problème. Ensuite, il y a la vie quotidienne qui peut prendre le dessus, et ça, voilà, c'est pas toujours facile d'aller au bureau de change, etc. Bon, je me répète pas. Donc, en gros, avec la monnaie numérique et la carte de paiement, on cherche à lever ces obstacles-là, et finalement, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas utiliser le SCHRO, en quelque sorte. Donc, il suffira d'avoir sa carte dans la poche pour pouvoir payer en eusko chez un commerçant. On pourra créditer son compte par un paiement par Internet, donc sans aller au bureau de change. On pourra faire des virements entre adhérents, donc pour le paiement entre professionnels ou pour le paiement d'une partie du salaire à un salarié. Techniquement, en tout cas, il n'y a pas de difficulté. Et on pourra aussi faire des retraits de billets dans un bureau de change si on a un compte crédité en eusko. Voilà, donc vraiment... alors attention, hein, tout ce que j'ai dit sur le billet, sur le coupon billet, je ne veux pas noircir le tableau, simplement je présente des retours qu'on a du terrain. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'utiliser les billets, au contraire, je pense que c'est très important, et on pense tous que c'est très important de continuer à utiliser le billet, parce qu'il a une valeur symbolique, et puis une proximité quand même qui est importante, et puis bon, enfin... En fait, il faut utiliser les deux, quoi. Ou alors, enfin, ce qu'on veut, mais on peut utiliser les deux sans aucun problème. Alors, comment ça va se passer, ce fonctionnement de monnaie numérique? Chaque adhérent de l'eusko aura un compte en eusko dans un système informatique géré par Eshkol Moneta. On utilise pour ça un logiciel qui s'appelle Cyclos. En fait, je dis on utilise parce qu'on utilise déjà Cyclos aujourd'hui pour saisir tout ce qu'on a sur le registre. Et l'idée, c'est d'utiliser le même logiciel pour mettre en place la monnaie numérique. Ce logiciel, il est hébergé sur un serveur qui est prêté gracieusement à Eshkol Moneta par Aditu, qui se trouve à Midar. Donc c'est bien l'association qui gère le serveur et qui gère l'infrastructure informatique. Cyclos permet, donc toujours ce logiciel permet, comment on va dire ça, sans avoir rien à faire, il permet de faire des virements entre adhérents et des prélèvements. Ça, c'est les fonctions qui sont déjà existantes dans l'outil. Ce qui va être rajouté dans le projet de monnaie numérique, c'est la possibilité de payer avec une carte de paiement. Pour la carte de paiement, on est en discussion avec une coopérative qui s'appelle Ecosol, qui a été créée par 4 acteurs, le groupe Chèque Déjeuner, le Crédit Coopératif, la Massif et le mouvement Sol. Le mouvement Sol regroupant des projets de monnaie locale complémentaires, notamment le Sol Violette à Toulouse, par exemple. Donc cette coopérative Ecosol apporte du conseil et des moyens techniques pour répondre à des besoins de projets de type monnaie locale complémentaire. Et eux, ils ont un savoir-faire sur l'équipement des terminaux de paiement, la création de cartes de paiement et le fait de faire marcher tout ça ensemble. Donc l'idée, c'est d'équiper les terminaux de paiement des commerçants avec un logiciel supplémentaire fait par Ecosol et qui va reconnaître la carte de paiement eusko. Quand un adhérent va aller chez un commerçant et va utiliser sa carte,
il va la mettre dans le lecteur comme d'habitude, j'allais dire. Simplement, elle va être reconnue comme carte ESCO. Il faudra saisir un code de la même façon qu'aujourd'hui avec une carte bancaire. Les informations de paiement seront transmises par le terminal de paiement à Ecosol, et Ecosol va les transmettre instantanément à Cyclos chez Eshkual Moneta. Donc, le paiement, au final, il est enregistré dans Cyclos, en fait, dans notre plateforme. Ecosol apporte un moyen de remonter l'information, de vérifier que la carte est valide, que le code est valide, etc., et de transmettre les informations de paiement jusqu'à Eshkual Moneta. Dernière chose importante sur le sujet de la carte, c'est que lors du paiement par carte chez le commerçant, il y aura une commission pour le commerçant qui est de 0, dans ce qui est discuté pour l'instant, qui est a priori ferme, c'est Ecosol propose 0,30% hors taxe sur chaque paiement, ce qui est en gros dans le plancher de ce que les commerces ont habituellement pour du paiement par carte. La dernière chose que je dois expliquer avant qu'on passe à la phase de débat, c'est que c'est 0,30. On pourra en reparler tout à l'heure. Eshkual Moneta, en tant qu'association, a priori, d'après ce qu'on a regardé au niveau des textes, n'a pas le droit toute seule de dire j'encaisse des euros et avec ça, je crée, disons, des ESCO numériques. Pour faire ça, il faut être un établissement agréé, donc une banque. Et c'est pour ça, comme l'a expliqué Dante tout à l'heure, qu'on aura certainement besoin d'un partenaire bancaire pour cette phase-là du nantissement, disons, ou de la création de monnaie numérique. Comment ça va se passer? Soit dans le bureau de change, soit par un paiement par Internet, on va payer par exemple 100 euros. Alors, si c'est le crédit coopératif, ça ira sur notre compte au crédit coopératif. Le crédit coopératif qui est agréé va dire « j'ai bien encaissé 100 euros, donc j'autorise de créditer de 100 euros le compte de tel adhérent ». Et ils auront, dans cette hypothèse-là, la possibilité de contrôler que la somme totale d'euros numériques correspond bien à la somme en euros qu'ils ont encaissée, puisque c'est leur responsabilité en tant qu'établissement agréé d'assurer qu'il y a bien une exactitude entre les deux sommes. Donc finalement, Eshkual Moneta reste maître de l'outil informatique et de cette infrastructure-là et a besoin de 2 partenaires pour pouvoir réaliser le projet. Un pour l'aspect technique lié au terminal de paiement et un pour des questions légales finalement, puisque ce n'est pas du tout des problèmes techniques qui se posent là, mais c'est vraiment des contraintes juridiques et légales. Et là, on doit veiller à ce que l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est responsable de vérifier l'application du code monétaire et financier, ne nous tombe pas dessus en nous disant non, vous n'avez pas le droit de créer cette monnaie numérique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe juridique, notamment, enfin pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça qu'il y a un groupe juridique dans le groupe de travail, parce que là, on a un aspect important du projet, enfin en termes d'enjeux, disons, pour la réussite du projet, on a un aspect là qui est important.